On a intitulé notre présentation de ce jour pour la partie macro États-Unis contre le reste du monde. C'est vrai que c'est dans l'air du temps, on va dire, et ce qui se passe depuis début avril plus particulièrement, mais même depuis, je dirais, fin de l'année passée, puisqu'avec la nouvelle administration qui a décidé de mettre une stratégie de tarifs en place, donc on avait déjà vu en début d'année, il y avait eu des va-et-vient avec leurs voisins directs, Mexique et Canada, puis après ça s'est poursuivi par la suite sur le reste du monde depuis début avril. Et puis là, on verra notamment les impacts que ça a et que ça pourrait avoir à futur sur les données macroéconomiques. Donc tout d'abord, au niveau de l'évolution des taux obligataires, alors ça c'était un petit peu au cœur du sujet, on va dire, avec Trump et puis avec leur stratégie par rapport aux taux obligataires, parce que là on voit que depuis la grande inflation, maintenant on pourrait dire qu'il y a eu en 2020-2021, ces taux longs notamment sont fortement montés partout. Donc là on voit ici, si on se concentre d'abord sur les États-Unis, un petit peu au-dessus de 4%. Et puis la nouvelle administration, ils sont clairement inquiétés parce qu'ils ont pas mal de dettes à renouveler. Donc eux, ils aimeraient bien les voir baisser, mais comme on le verra aussi par la suite, ça dépend en grande partie des attentes d'inflation et puis d'autres problématiques. Mais clairement, c'était un but de l'administration ils s'en cachent pas, ils voulaient créer une sorte de choc sur le marché en espérant que ça aurait un impact sur les taux longs qui se compresseraient. C'est l'effet inverse qui s'est produit, donc ça c'est une des grandes surprises dans le monde financier, on va dire, c'est-à-dire que la dette américaine en général et le dollar en particulier sont généralement très recherchés quand il y a un grand stress sur le marché. Et puis là, il y a eu ce grand stress et les taux sont montés, donc les obligations américaines ont été vendues, le dollar a baissé, on le verra après sur les devises. Donc ça n'a pas du tout marché. Et puis la principale raison, selon nous, du rétropédalage de l'administration sur ces taux énormes qu'ils ont imposés sur la plupart des pays du monde, en disant on fait une pause de 90 jours, c'était qu'il y avait ce stress sur les taux qui sont mis à monter. Donc nous, de manière générale, les taux longs, on ne les voit pas baisser. Bon, sur la Suisse, c'est un peu l'exception, mais puis sur la Chine également, il y avait eu en fait, en gros, les pays où il y avait peu d'inflation, où il y a quasiment plus d'inflation, bah, les taux longs ont baissé. Et les autres pays ont encore le risque d'inflation. Forcément, les taux longs, ils restent à un niveau soutenu et ils devraient rester à notre sens. Donc, c'est vrai que on le verra encore par la suite. Par rapport à nos attentes sur les obligations, c'est pas une classe d'actifs qu'on privilégie. Ensuite, bilan des banques centrales rapidement. Là, on utilise comme proxy juste les bilans, c'est qu'on n'a pas mis les taux directeurs des banques centrales, mais c'était un petit peu la même trajectoire qui avait suivi, c'est-à-dire qu'il y avait eu une hausse des taux et une baisse des bilans. Donc là, les banques centrales sont engagées encore dans une réduction des bilans et ils ont commencé relativement récemment à baisser les taux. Donc là, c'est une des raisons pour lesquelles on peut quand même être optimiste, relativement optimiste sur les marchés malgré les problématiques liées aux tensions commerciales. C'est-à-dire que les banques centrales ont encore pas mal de marge en fait de manœuvre qui permettraient effectivement d'agir et puis de calmer les choses. Au niveau des courbes des taux, on voit que là, sur les principaux marchés, les courbes des taux ont retrouvé un petit peu une cohérence, c'est-à-dire avec des taux longs plus élevés que les taux courts, sauf sur les États-Unis où effectivement les taux à 1 et 2 ans sont plus bas que les taux très courts et que les taux longs. Là, donc, c'est un autre sens, le marché anticipe vraiment que la Réserve fédérale américaine va rapidement baisser ses taux courts, donc pour retrouver une cohérence là-dessus aussi. Ça, de nouveau, ça dépend en grande partie des données de l'inflation américaine. On y reviendra encore après dessus. Évolution des devises. Alors là, je parlais avant des valeurs refuges qui ne fonctionnent pas sur les États-Unis. En tout cas, sur le franc suisse, ça continue à très bien marcher puisqu'il a continué à se renforcer récemment de manière assez importante quand il y avait le stress sur les marchés. Donc, il poursuit sur sa tendance long terme. Juste pour l'anecdote, enfin c'est pas une anecdote, mais c'est que le dollar, en début avril, il y avait une journée où le dollar avait perdu 4% contre le franc suisse. Donc c'était vraiment énorme, c'était une volatilité très importante. Et puis là, on voit que ça aussi, ça a pas mal étonné, alors que le franc suisse se renforce, c'est une chose, mais que le dollar perde autant, il agissait vraiment comme une monnaie d'un marché émergent, en fait, quasiment. Donc on voit que la panique était très intense sur le dollar avec les risques qu'il y avait par rapport à ces tarifs. Ici, plus spécifiquement sur le dollar index, alors on voit que malgré cette baisse du dollar contre la plupart des devises sur ce début d'année, on voit que le dollar index il reste encore à un niveau relativement
élevé sur ces dernières années en tout cas, même sur le très long terme, il a tendance à dévaluer. Là aussi, sur le dollar, on pense qu'il va plutôt continuer à s'affaiblir en fait dans les trimestres qui viennent. Alors c'est vrai que face aux franchises, avec la très bonne performance qu'il a eu l'année passée, c'est pas étonnant, mais de manière générale, par rapport aux autres devises, on pense que ça va aussi être le cas. Évolution des marchés actions ici sur le long terme, peut-être on zoome juste sur un plus court terme ici. Donc on voit que le choc a été relativement important quand même depuis le début de l'année. Principalement, alors ça c'est l'autre élément intéressant, c'est que l'impact des tarifs et puis de la politique finalement de la nouvelle administration avec ces va-et-vient, cette incertitude qui est créée, c'est surtout les marchés américains qui souffrent depuis le début de l'année en fait. Et nous, on est plutôt d'avis, peut-être Adrien me contredira tout à l'heure, on parle, c'est qu'on a aussi des débats en interne chez nous, mais on est plutôt d'avis que sur ces prochains trimestres, cette tendance devrait continuer. C'est-à-dire que de manière relative, les marchés américains, même si en absolu, on pense que probablement le pire a été déjà intégré dans les cours, donc on ne va pas nécessairement aller plus bas qu'elle est plus bas déjà atteint cette année. Par contre, de manière relative, on pense que les autres marchés vont se reprendre plus que les États-Unis. Ensuite, au niveau de Basic Index, c'est juste un indice qui mesure le prix du transport maritime au niveau mondial. Donc là, pour l'instant, on va pas encore voir grand-chose là-dessus, puisque finalement l'impact des tarifs, il se fera sentir à plus long terme. Ce serait des choses intéressantes à surveiller sur le plus long terme plutôt. Donc pas trop s'attarder là-dessus. Au niveau des matières premières, élément intéressant, en haut à droite, au niveau de l'or, c'est clair que ça c'est un des actifs valeur refuge qui a très bien fonctionné finalement en ce début d'année. Malgré la très bonne performance qu'il y a eu sur l'or l'année passée, on voit que l'impact valeur refuge de l'or continue de fonctionner, contrairement à ce qu'on a pu voir sur le dollar ou sur les obligations d'État américaines notamment. Maintenant, sur le reste, au niveau des matières premières en général, on voit qu'elles sont relativement stables, elles continuent à rester stables depuis la forte hausse qu'il y avait eu en 2021-2022. Ça, c'est tout en nominal en dollars. Donc, si on regarde sur le plus long terme, ce qu'on a bien aussi regardé, c'est le vrai prix des matières premières sur le long terme. Donc là, on prend un indice, le S&P en dollars corrigé de l'inflation américaine. Et là, on voit que corrigé de l'inflation, finalement, les matières premières à ce jour, elles sont pas chères en fait. Donc là aussi, on voit qu'il y aurait du potentiel dessus. Et puis ça, c'est potentiellement des risques qui pourraient faire revenir aussi l'inflation. On y reviendra encore dessus tout à l'heure. Ensuite, au niveau de l'évolution des PIB, on voit que le seul pays qui avait publié déjà le PIB au moment où on a finalisé la présentation il y a 2 jours, c'était la Chine, avec cette dernière donnée qui était encore positive. Aujourd'hui, cet après-midi à 14h30, vous avez vu passer, mais les États-Unis ont également publié leur première estimation du PIB qui est ressortie négative. Donc là aussi, on voit qu'il y a une cohérence finalement avec l'incertitude qui a été créée sur les États-Unis par l'administration américaine. Alors certes, ce premier trimestre, il n'intègre pas ce qu'il y a eu en avril, mais en début d'année, il y avait déjà ces va-et-vient sur les tarifs, ces incertitudes qui étaient présentes et qui avaient déjà impacté. Donc, on a vu qu'il y avait finalement ce PIB aujourd'hui qui est sorti sur le premier trimestre qui est légèrement négatif. Nous, on pense que probablement les États-Unis, sur la première partie de l'année, ils vont rentrer en récession. On pense que le deuxième trimestre sera également négatif parce que les incertitudes créées sont encore plus importantes maintenant, où finalement les entreprises vont probablement différer leurs investissements, les consommateurs aussi vont être plus frileux. Donc, on pense que ce deuxième trimestre va aussi être négatif. Sur le reste de l'année, ça dépendra en grande partie finalement des décisions politiques qui seront prises. Par contre, on pense sur le reste du monde, on ne voit pas une récession sur le reste du monde. Donc ça devrait être cantonné en fait aux États-Unis à ce stade, ce qui est aussi cohérent finalement avec notre vue sur une sous-performance des actifs américains. Mais là aussi, ces éléments sont en grande partie à notre sens intégrés dans les cours des marchés actions. On ne voit pas nécessairement les marchés actions américains perdre beaucoup plus en relatif. Ils vont plutôt perdre en relatif, mais pas en absolu sur le reste de l'année, mais ça dépendra une nouvelle fois d'éventuelles autres surprises qui pourraient venir. En tout cas, on pense qu'au vu du choc qui avait été créé par les premières annonces de Donald Trump début avril, enfin je dis Donald Trump, toute l'administration, finalement, ses conseillers sont assez d'accord avec lui, donc ils le poussent dans ce sens. Mais finalement, ce choc qui est arrivé sur le dollar et sur les marchés obligataires américains, c'était aussi une surprise pour eux. Ils ne s'attendaient clairement pas à ça. Donc, négociation ou pas négociation avec les différents pays, comme ils le disent,
dans tous les cas, on ne voit pas qu'ils reviennent avec le même type de tarif qu'il avait été annoncé début avril dans 90 jours. Clairement, ils vont trouver une raison pour ne pas le faire. Les 10% qui est annoncé de tarification générale sur tous les pays du monde, ça probablement, ça va rester, c'est en place, ça devrait rester, mais c'est ces tarifications un petit peu folles. Sur la Chine, il y a encore à 145%, mais sur la Suisse, il y avait 31%, sur d'autres pays, il y avait 50%. Tous ces éléments, ça, on ne les voit pas nécessairement revenir dans tous les cas, quoi qu'il se passe au niveau des différentes négociations. Et puis, comme je disais avant, les autres économies, même si elles devraient connaître un ralentissement, on ne voit pas nécessairement une récession à ce niveau-là. Un des éléments qui nous fait être optimiste, c'est finalement, pendant que les Américains ont annoncé tous ces tarifs sur la plupart des pays du monde, les autres pays, ils ont tous essayé de calmer le jeu en disant qu'il ne faut pas rentrer dans une guerre commerciale généralisée. Donc, on voit que, de manière générale, la plupart des autres pays sont plutôt d'avis qu'il faut continuer dans le modèle qu'on a depuis de nombreuses années, à savoir des échanges relativement libres entre les différents pays du monde. Donc ça, a priori, c'est quelque chose qui est plutôt perçu positivement également par les marchés. Au niveau des taux de chômage, alors là, c'est trop tôt pour en dire quelque chose. On verra dans les mois qui viennent quel impact ça aura. Mais là aussi, on pense que, a priori, l'impact sera le plus important sur les États-Unis si ces taux de chômage devaient remonter. Mais là, on voit que sur le long terme, depuis ces dernières années, il y a eu cette compression depuis les plus hauts qu'on avait eu pendant la crise Covid. Et puis, on ne voit pas nécessairement qui remontent fortement de nouveau avec un risque sur les États-Unis selon les décisions qui seront prises. Indice PMI, donc ça, c'est les indices des directeurs d'achat. C'est finalement des indices prospectifs, donc c'est des sondages auprès des entreprises où on demande aux entreprises qu'est-ce qu'elles pensent de l'évolution de l'économie dans les prochains mois. Et puis là, on voit que pour la plupart, elles tournent autour de 50. Donc, en dessous de 50, ça veut dire que les entreprises anticipent une contraction, au-dessus de 50, une expansion. Là aussi, on s'attend plutôt à ce que les éléments négatifs, on le verra dans les prochains mois, notamment les données sur avril, qui sortiront prochainement aux États-Unis, quel impact ça aura sur les attentes des entreprises, à quel point ça a été un choc pour elles, et puis comment elles voient les choses évoluer. Mais là aussi, on a plutôt tendance à penser que ce sera un petit peu plus négatif sur les États-Unis que sur les autres pays, même si tout le monde devrait souffrir des tarifs américains, mais on pense que, a priori, ils devraient en souffrir quand même un petit peu plus. Au niveau de l'indice des prix à la consommation, alors ça, c'est clair que ça, c'est un élément fort intéressant, puisque depuis les plus hauts atteints 2021-2022, ces taux se sont globalement compressés, plus dans certains pays que dans d'autres. On voit en Suisse, la problématique est quasiment réglée, puisqu'on est quasiment à zéro. Sur la Chine également, les autres économies globalement et sont encore au-dessus de leurs objectifs. Donc malgré ça, les banques centrales ont commencé à baisser leurs taux, mais le rythme de baisse dépendra également en partie des taux d'inflation. Mais on sait que les banques centrales, malgré ce qu'elles disent, qu'elles s'inquiètent surtout de l'inflation, le jour où effectivement il y a un choc économique, même s'il y a de l'inflation en même temps, elles devraient plutôt réagir. Donc ça, c'est un des éléments qui nous fait pas trop aimer les obligations en fait. Et puis Adrien reviendra après dessus. Pourquoi on a tendance à les sous-pondérer dans les portefeuilles, à essayer de trouver des alternatives à ces investissements obligataires, puisque les taux où ils sont, les taux longs par rapport au risque d'inflation, ne nous semblent pas spécialement intéressants en fait. Voilà, donc en résumé, je vais pas trop m'arrêter là-dessus parce qu'Adrien viendra plus en détail sur cette partie-là justement, sur l'implémentation de nos vues macro en investissement effectif. Mais dans les grandes lignes, Adrien viendra en détail, mais dans les grandes lignes, comme je disais avant, on n'aime pas trop les obligations et on aime bien une diversification très large en fait sur tous les actifs. Alors ça demande plus de travail, c'est clair, pour les conseils en général, puisque c'est suivre un grand nombre de classes d'actifs d'investissement, c'est forcément plus compliqué. Mais comme Adrien vous l'explicitera, sur le long terme, ça vaut la peine et ça rapporte plus. Vous retrouvez chaque trimestre, finalement, on fait une publication donc trimestrielle où vous retrouvez à chaque fois notre positionnement que l'on a sur les marchés en 3 blocs. Vous avez ce qui est liquidité, une partie obligataire, une partie action, une partie immobilier qu'on retrouve dans chacune des caisses de pension. Et puis on a articulé ça finalement entre un positionnement qui peut être différent d'une caisse à une autre, de la gestion indicielle, de la gestion active, voire des alternatives. Qu'est-ce qu'on pourrait privilégier ou respectivement recommander de sous-pondérer un petit peu.
Partie obligataire, ben, ça va adresser le tableau avant. On n'est pas très fan de cette partie obligataire depuis un grand nombre d'années, je peux le dire ainsi. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'est effectivement pas très friand de cette partie obligataire. Il y a différentes raisons et je vais en présenter quelques-unes derrière. Euh, Ça peut être bien dans certains contextes. Typiquement, si vous avez des échéances que vous devez faire matcher pour des paiements de prestations, que ça peut être des lits de passage, ça peut être des sorties importantes qui peuvent être prévues à un moment donné dans la vie d'une institution de prévoyance, ça peut faire sens. On nous a toujours vendu ça, ou en tout cas on vous a toujours vendu ça, que c'était une valeur refuge aux actions. Bon, on voit des périodes comme 2022, c'est pas forcément le cas, on voit que tout part à la casse, mais dans la globalité en général, on pourrait dire qu'il y a des périodes où effectivement cet adage est réel. Gros inconvénient, les obligations, j'aurais pu dire en général, j'ai mis gouvernementales, mais les obligations sont des actifs nominaux, donc c'est des actifs qui s'adaptent pas forcément à l'inflation. On l'a vu pendant un certain nombre d'années. Dans la dernière décennie, on a connu passablement de rendements réels qui étaient en territoire négatif, c'est-à-dire que le coupon qui était payé ou le rendement qu'on pouvait attendre sur les obligations était inférieur à l'inflation. Donc finalement, on investit dedans, mais on perd de l'argent, donc on trouve pas ça très sexy. Il y a eu une augmentation de la sensibilité au taux d'intérêt, j'y viens un petit peu plus tard derrière. Et puis dans la globalité, on pourra dire qu'on a des taux d'intérêt qui sont faibles, ils sont certes remontés en 2022. J'ai d'ailleurs pas mal de caisses qui sont venues en me disant les taux sont plus hauts, maintenant on va pouvoir réinvestir quand on était à 1,5% sur la Suisse. On avait toujours une inflation qui était autour de 2, donc c'était toujours en termes réels pas très sexy. On pourrait prendre le contre-exemple de dire les Américains, c'est clair qu'on a des taux d'intérêt qui sont au-dessus de 4%. Et si on regarde ça après par rapport à une durée, on devrait plutôt avoir une dévalorisation du dollar. Donc finalement, ramener en francs suisses, c'est ça qui nous intéresse au niveau des caisses de pension suisses. C'est pas très sexy toujours à ce niveau-là. J'ai mis ici juste, alors j'ai pas repris tous les exemples, j'ai pris pour la partie obligataire une comparaison obligation-action pour la partie suisse. Donc effectivement 2008, on voit effectivement donc en rouge l'indice des obligations suisses, en bleu l'évolution du marché des actions. Crise de 2008, on a effectivement les obligations suisses qui étaient d'ailleurs je crois une des seules classes avec le cash qui était en territoire positif pendant cette crise des subprimes. On a eu la crise de la dette européenne. Malgré tout, je dirais, on a eu des marchés qui ont été un petit peu agités. Les obligations sont encore restées dans un territoire globalement relativement stable, en tout cas pour la partie suisse et américaine. Crash Covid, ça n'a pas duré très longtemps. Je l'ai mis en orange parce qu'on pourrait dire, on a quand même eu un petit choc aussi obligataire, mais ça a été finalement tellement court qu'on a pas eu le temps de constater ça sur les marchés qu'on avait déjà tout récupéré. Et puis le fameux 2022, là où tout le monde se disait, les obligations vont pouvoir jouer un rempart face à la baisse de l'ordre de 30% qu'on a connu sur les actions. Les obligations ont fait quoi? Elles ont perdu pendant ce même temps 15 à 20% de performance. Donc, dans la globalité, on pourra dire oui, il y a des périodes où cette partie obligataire joue ce rôle d'effet protecteur, mais c'est pas une vérité absolue à prendre en considération et on l'a eu pour rappel en 2022. Je l'ai dit aussi avant, on a une sensibilité qui s'est passablement accrue au niveau des taux d'intérêt sur la durée. Vous avez quoi sur ce graphique? Vous avez pour la partie du SBI AAA, BBB des obligations suisses, en bleu l'évolution du rendement échéance finalement des positions qui composent l'indice de référence. Donc on avait en 2008 des taux qui étaient encore à 3,5. Suite à la crise des subprimes et je dirais à la décennie 2010-2020, des taux qui ont fait que diminuer. Donc finalement, tous les renouvellements qui sont opérés dans l'indice de référence avec les taux négatifs qu'on avait connus fait qu'au niveau de l'indice, on était même passé en territoire négatif pendant quelques périodes, en 2016 et en 2020, fortement remonté en 2022, puis on se situe à peu près aujourd'hui à 0,8. On va plutôt dire 0,4, mais ça change chaque jour. Donc là, on va dire aux alentours des 0,5 pour dire quelque chose sur le rendement moyen qu'on peut escompter. En parallèle, vous avez quoi? Vous avez la durée moyenne des obligations de cet indice de référence. Donc en 2008, on était aux alentours, donc échelle de droite, à peu près à 5 ans d'échéance moyenne dans ces portefeuilles obligataires indiciels. Qu'est-ce que les États ont fait? Alors, vous avez la Suisse ici, mais ça a marché pour tous les pays. Exactement la même chose qu'un privé. On vous dit que vous avez des taux qui sont moins chers. Vous faites quoi? Vous augmentez vos échéances. Vous avez des durations qui sont beaucoup plus longues. On est monté quasiment jusqu'à 8 ans au niveau de la Suisse. On est aux alentours des 7 ans aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça implique? Il y a un élément important à retenir, c'est que l'impact d'une variation de 1% des taux sur le prix d'une obligation, c'est inversement proportionnel. Donc, ça fait moins 1% fois la duration. Donc là, on avait une sensibilité pendant certains temps où on avait une duration de 5. Pour dire quelque chose, ça veut dire que moins 1% fois 5, ça fait moins 5. Et vous touchez un coupon de 3,5, vous avez un risque à peu près de perdre 1,5% en cas de remontée des taux d'intérêt. Quand vous êtes par ici, alors si je prends un petit peu le worst case, maintenant ça c'est un petit peu amoindri, vous avez une duration qui est quasiment à 8 ans, donc ça veut dire que sur 1% d'augmentation de taux, vous perdez 8%, et puis le coupon, finalement, qu'on vous propose, c'est même encore moins 0,5,
Donc sur une augmentation de 1% des taux, au lieu de perdre 1,5 comme c'était le cas en 2008, vous perdez moins 8,5. Et puis c'est un petit peu finalement le phénomène qu'on a connu en 2022. Ça s'est un peu normalisé, mais on a quand même, par rapport au départ, je dirais, une tendance à être sur un rendement plus bas et surtout des échéances qui sont beaucoup plus longues. Raison pour laquelle on les a un petit peu fuis. On retrouve un petit peu des alternatives qu'on peut proposer ou en tout cas qu'on considère chez nous dans les investissements. Donc j'en ai mis quelques-unes ici qu'on publie aussi dans le cadre de notre publication trimestrielle. De la microfinance. Alors microfinance, il n'y a pas d'indice qui existe derrière. Donc j'ai pris l'exemple simplement d'un portefeuille réel client net de frais. On a des indices néanmoins qui existent pour tout ce qui est obligations catastrophes, ce qui est senior loans. L'or, qu'on considère aussi finalement comme une protection contre les marchés boursiers. Ça a très bien joué son rôle sur les 2 dernières années. On peut aussi également le considérer dedans. Et puis l'infrastructure. Alors là, en l'occurrence, c'est de l'infrastructure equity, donc action. Il y a de plus en plus maintenant de choses qui existent dans le domaine de la dette infrastructure qui s'est pas mal développé, je dirais, sur les dernières années, qui peut être aussi une alternative intéressante. Puis si on regarde différentes périodes, en tout cas si on regarde tout à droite en termes de volatilité, obligations suisses, on a à peu près 5% de volatilité. Donc on voit qu'on trouve des classes d'actifs comme les 4 bonds qui sont plus ou moins équivalentes. L'infrastructure, on est un petit peu plus haut à ce niveau-là. L'or, beaucoup plus volatile, mais aussi beaucoup plus performant sur la période. Et puis des alternatives comme la microfinance qui, pour leur part, sont beaucoup moins volatiles. Vous n'allez jamais faire des performances extraordinaires avec la microfinance, mais vous allez avoir une certaine stabilité. On le voit d'ailleurs, c'est la petite ligne en bleu assez clair qui est présente dessus, quelque chose de relativement stable, qui peut être une alternative malgré tout intéressante, parce que si on regarde sur 5 ans, on a beau dire que les obligations c'est sympathique, mais sur 5 ans, on a quand même une performance annualisée de moins 0,4% par année, et ça peut être avant tout frais de gestion derrière. Donc voilà un petit peu quelques alternatives pour cette partie obligataire qu'on est prêt chez nous en tout cas à considérer. Il y a toujours bien évidemment une analyse qui doit être faite en sous-jacent, mais en tout cas on en a considéré pas mal de ces alternatives. Les actions, ça ressort bien du discours, ça va dire peut-être qu'un Angers contredire autre. C'est vrai qu'on a tous nos vues qu'on partage au sein de Coninco pour arrêter finalement un positionnement. On est sur un positionnement neutre qui montre qu'on est vraiment un petit peu dans une phase de tournant à ce jour. Il y a pas mal d'interrogations qui sont encore présentes. Est-ce que les tarifs, on va trouver un accord? Est-ce que le renouvellement de la dette américaine se passera bien? Comment va évoluer les tensions sino-américaines? Des conflits géopolitiques, Russie-Ukraine, qui sont toujours présents, même si Trump nous avait dit après 24 heures de mandat, il mettrait fin à ce conflit. On a Inde, Pakistan qui est en train d'arriver maintenant, donc pas mal d'incertitudes qui sont présentes, qui peuvent amener leur lot de négatifs sur les marchés. Mais néanmoins, je dirais, dans le scénario central qu'on a pour le moment, on reste plutôt positif, comme ça l'a mentionné, mais je dirais un positionnement relativement neutre à ce niveau-là. Dans les alternatives, on est peut-être un petit peu plus friand, donc diversifier un petit peu cette poche. Je viendrai avec quelques exemples. Et puis, il faut pas oublier finalement, pour une caisse de pension, les actions, c'est la première source de performance. Je crois qu'il y a très peu de caisses de pension qui pourraient se permettre de dire je ne fais pas d'action sur du long terme et puis j'arrive à couvrir mes engagements. C'est un actif qui est nécessaire. Gros avantage, comparativement aux obligations, c'est un actif réel. Ça veut dire que finalement derrière, sur du moyen long terme, il est censé pouvoir compenser cet impact inflationniste. Et puis, élément qui est quand même revenu depuis un certain nombre d'années au niveau des marchés. Inconvénient, marché volatile, c'est le troisième. J'en apprends rien, c'est pas un scoop. Les deux premiers, qui sont peut-être un petit peu moins évidents ou peut-être moins en tête pour les gens. La gestion indicielle, aujourd'hui, on est arrivé sur une concentration assez extrême. J'y viendrai, je spoil le chiffre. 73% aujourd'hui de l'indice MSCI World est composé juste des marchés américains. Est-ce que ça reflète les marchés mondiaux? Je laisse le débat ouvert, mais je pense pour ma part plutôt pas. Et puis par contre, ce qu'on constate, en tout cas dans la manière dont ces indices sont constitués, donc qui sont souvent les indices qui sont majoritairement utilisés par les caisses de pension, l'exposition aux marchés émergents est quasiment inexistante derrière. Ici, vous avez la répartition de MSCI World 31 mars 2025, donc 73% US, la part du gâteau qui est répartie sur ce qui reste, donc qui sont effectivement les marchés plutôt abordables. Ça à côté, c'est la répartition mondiale donc du GDP à l'échelle planétaire. C'est clair qu'il y a des sociétés qui sont pas forcément accessibles. On voit la Chine qui représente un gros bout, l'Inde qui est présente derrière, mais c'est vrai que derrière, malgré tout, on voit que cette répartition qui s'opère, c'est ce gros bloc États-Unis qui est présent derrière. On pourrait se dire qu'il est quand même quasiment à l'équivalent d'un marché européen en termes de GDP. Et c'est pas ce qui se reflète finalement dans cette composition de l'indice.
Puis je suis tombé sur un graphique assez intéressant qui remonte depuis 1900 la composition des indices avec la part que représente chacun des pays dans PIB, dans la composition de l'indice. On voit que dans les années 60, on avait déjà touché en fait, il s'arrête un petit peu plus tôt, donc il faudrait imaginer la suite maintenant avec la remontée des États-Unis qui remonte jusqu'à 73% parce qu'il doit s'arrêter aux alentours de 2020 ou 2017, celui-ci il s'arrête. Mais on voit qu'effectivement, dans les années 60, on avait déjà touché cette concentration assez importante, avec ces 75% à peu près sur le marché américain. Le Japon, qui avait touché à un moment donné une part relativement importante au niveau de l'indice avant d'exploser. Mais on voit finalement un petit peu cette évolution qui se fait au cours du temps, et on revoit qu'on revient quand même sur cette concentration axée extrême qu'on a quand même connue dans certaines périodes. Après, juste ou pas juste, c'est pas à moi de vous le dire. C'est une des choses qu'on fait dans les réflexions qu'on a avec notre clientèle, c'est de dire finalement, les indices qu'on a, pour nous, c'est des mesures de risque, c'est pas des critères d'investissement. Donc, si on juge, et comme ça, balle à partager, de dire effectivement, il y a peut-être un peu plus de potentiel ces temps-ci sur d'autres marchés que le marché américain, rien n'empêche finalement une caisse de pension de dire à un moment donné, je vais aller faire un peu d'actions européennes, je vais aller faire un peu d'actions chinoises ou autres, en fonction des convictions et des visions. Mais en tout cas, il faut être conscient que dans une gestion indicielle, il y a une concentration très forte, et puis les 7 magnifiques, c'est 22,3% de l'indice. Donc, on parle toujours de diversification et autres. Ben, un quart de votre portefeuille, ou quasiment un quart de votre portefeuille, c'est cette société dans la tech américaine. Ce qu'il faut aussi remettre, je pense qu'il est important, c'est vrai que les actions, on dit toujours, moi je l'ai dit, c'est des marchés volatiles. Ben, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt voir la volatilité comme une opportunité? Des chocs, vous avez un graphique ici depuis 1924 jusqu'à ce jour. Des chocs, on en a connu pour différentes raisons, des corrections qui sont plus ou moins importantes, de l'ordre de 15% à 45-50%. Et finalement, le marché, sur sa durée, peut-être la manière dont le monde est construit de ce jour, aura toujours une tendance finalement à récupérer derrière. Il y a des exceptions avec le marché chinois qui a connu une grande débandade et qui s'en est toujours pas forcément remis. Mais je dirais en tout cas dans le moteur que représentent aujourd'hui les États-Unis, hein, qui sont la principale composante de ces marchés actions, il y a toujours cette tendance finalement à la croissance capitaliste, si je peux le dire ainsi, qui fait qu'on devrait finalement toujours pouvoir s'en sortir. Puis si on remet ça sur du long terme, il faut garder en tête aussi que c'est pas une échelle arithmétique, mais une échelle logarithmique. Donc, ça permet simplement de comparer sur la durée des baisses équivalentes. Ça permet de mettre à même niveau la correction d'une bulle Internet avec une bulle de Seconde Guerre mondiale. Si on avait ça en échelle arithmétique, on aurait quelque chose, on aurait l'impression qu'on a une correction beaucoup plus importante. Mais on voit que les corrections sont un petit peu toujours finalement de même ampleur. C'était pas une grande qualité, je suis désolé pour le graphique, mais ça permettait de remonter aussi depuis 1928. Chaque année, quel était le drawdown maximum qu'on a connu sur les marchés, avec la colonne du milieu, quelle était la performance de l'année. Donc sur le marché américain, parce que c'est sûr, on retrouve le plus de statistiques. Ce qui était intéressant de voir, c'est que finalement, environ 6 années sur 10 depuis 1928, le S&P 500 a terminé l'année avec des gains à 2 chiffres en dollars. Donc, comme en France-Suisse, c'est pas toujours le cas. Mais dans près de la moitié de ces années, il y a également une correction à 2 chiffres en cours d'année, donc des corrections de 15% en moyenne. C'est des choses qu'on voit régulièrement, donc peut-être plutôt à considérer comme des opportunités plutôt que des risques, donc importants à garder en tête. Quelques alternatives qui peuvent exister. Donc là, j'ai juste repris actions suisses, actions étrangères sur le graphique. On a présenté des obligations convertibles qui sont un petit peu des instruments hybrides qui permettent peut-être de s'exposer aussi à d'autres marchés, vu que c'est pas forcément les mêmes régions au travers du monde qui sont présentes sur ces marchés-là. Donc plutôt une partie européenne qui est présente à ce niveau-là. Des matières premières et de l'or. On parle toujours de grands cycles qui s'opèrent dans le domaine des matières premières. On pense pour l'instant être plutôt dans un cycle favorable au domaine des matières premières, en tout cas ce qu'on peut constater depuis quelques années, on pense que ça va encore durer ça un certain temps. Et puis sur la durée finalement du private equity qui peut être intéressant pour les caisses de pension. Diversifier ça, on voit qu'aujourd'hui je crois que c'est 1,7% ce que ça représente le private equity dans les caisses de pension suisses. C'est pas grand chose et peut-être qu'il peut y avoir des choses intéressantes à faire. Même constat, finalement ici on voit qu'on a des volatilités assez proches entre actions suisses, actions étrangères et les autres. Les matières premières qui sont un petit peu plus volatiles, mais avec des cycles effectivement qui sont un peu plus marqués. Puis là on le voit sur 5 ans, des cycles qui sont intéressants vu qu'on constitue à 17,59 annualisé versus un 14,09 pour les actions étrangères qui seraient leur comparatif direct. L'immobilier. Pour clore ça, marché, on est plus ou moins neutre aujourd'hui. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une différence à faire, une distinction à faire. Immobilier direct, fonds immobilier, fondation immobilière. Chez nous, on a toujours été très friands de fondations ou d'immobilier en direct. On a globalement une valeur stable à croissante, donc de la valeur des biens immobiliers. C'est aussi un actif réel.
Il peut y avoir néanmoins peut-être certains éléments un peu plus négatifs. C'est tout un cadre lié à la durabilité, donc aux efficiences énergétiques des immeubles et autres, certaines réglementations, que ce soit cantonales, fédérales, qui sont en train de se mettre en place pour réussir à réduire l'impact CO2 des biens immobiliers, donc des travaux aussi assez conséquents à concevoir sur ces parcs immobiliers, qui seront des défis, qui seront peut-être des casse-têtes dans certains cas de figure, à voir un petit peu comment ça évoluera, mais je pense que c'est de plus en plus une question que les caisses de pension devront se poser. Et la gestion indicielle, malgré tout, se fait au travers de fonds dans ce domaine-là, si on peut dire indicielle, hein, c'est pas vraiment une gestion purement indicielle, mais ça reste sur des fonds qui sont assez volatiles, donc ça c'est aussi un élément important à garder en tête. Je disais des prix stables à croissant, donc certains parlent de bulles, pas de bulles. Est-ce qu'on arrive dans une bulle immobilière ou pas? C'est la grande question. En tout cas, il y a des prix d'immobilier qui sont assez marqués à la hausse ces derniers temps. Les baisses de taux d'intérêt qu'on a connues de la BNS depuis mars 2024 vont très certainement plutôt encore pousser les prix vers le haut. Ça, il n'y a pas de doute. Et puis, ce qui est intéressant de voir, UBS publie son fameux Bubble Index. On était en train d'arriver dans les territoires orange en 2022. On voit que finalement, il y a une grosse baisse qui s'opérait. On reviendrait, selon eux, dans une normalité. Après, la boule de cristal, je pense que personne ne l'a derrière. Certains défis, comme je disais, qui sont présents derrière, mais en tout cas, semblent être relativement maîtrisés à ce stade. Fondation versus fonds, c'était juste pour montrer finalement cette volatilité. C'est clair que si on peut faire de la fondation, qu'on peut se permettre d'immobiliser des capitaux, je crois qu'on préfère tous avoir une ligne rouge plutôt qu'une ligne bleue, même si au final, je dirais, on reste sur des choses qui sont assez comparables sur la durée. Mais dans le cadre de la ligne bleue, c'est tout un spectre de fonds et puis il y a des divergences assez importantes qui sont marquées pour la simple et bonne raison qu'il y a simplement des fonds aussi avec des volumes qui sont plus conséquents, qui sont sur des thématiques qui peuvent être un petit peu différentes et qui présentent donc des évolutions qui sont assez disparates. Ça, c'est assez intéressant. J'ai vu que depuis la fusion maintenant de nos deux grandes banques, UBS Crédit Suisse, c'était pas, je crois, publié dans le rapport de Crédit Suisse à l'époque, mais que UBS a dû rajouter. On voit sur ce graphique-là, finalement, d'une part l'évolution des adjos, donc ils sont relativement hauts, en un peu plus de 30, de l'ordre de 35% à ce jour, je crois 33,2 ou 33,4 si mes souvenirs sont corrects à fin mars. Mais ce qui est intéressant de voir, finalement, c'est où de cet adjo qu'on paye, c'est de voir un petit peu la VNI des biens immobiliers sous-jacents. C'est clair que l'adjo dépend aussi un petit peu de cette VNI, qui croît finalement comme des fondations immobilières ou comme un parc immobilier en direct, et puis ça permet finalement aussi d'avoir cette visibilité, de se dire est-ce que juste les adjos montent pour monter, est-ce que finalement qu'est-ce qui se passe sur le sous-jacent qui est représenté au travers de cette VNI qui est relativement stable au cours du temps. Mais à ce niveau-là, on est quand même sur des primes qui sont assez importantes à ce niveau-là. Et puis j'ai juste mis ici le top 20 qui ressortait dans le domaine des fonds immobiliers, où je vous disais effectivement une certaine disparité qui peut exister, premièrement au niveau des volumes négociés. Premier fonds UBS Sima, 93 millions par mois en moyenne qui est négocié. On voit quand on passe sur la deuxième ligne, qui est aussi un fonds, aussi un fonds UBS, quasiment du UBS partout, vu qu'on voyait un petit peu de Crédit Suisse, on a beaucoup d'UBS qui sont en haut. Et on voit déjà le deuxième fonds derrière, je crois qu'ils sont plus ou moins quasiment dans le même ordre, parce que c'est pas classé selon ça. On descend à 30,7 millions, déjà plus qu'un tiers des volumes. Donc c'est clair, plus on va aller vers le bas, après plus on va avoir des fonds qui sont relativement peu négociables en bourse. Et puis des adios, on le voit qu'on a une moyenne sur le top 20 qui passe de 50% pour le UBS SIAT, ou même le fonds SIPAR également derrière, à des 6,6 pour des fonds comme le Inter Suisse, qui ont des biais aussi derrière sur une partie commerciale, qui est aussi un petit peu moins friande au niveau des caisses. Donc une disparité vraiment qui est assez importante à ce niveau-là, qui fait qu'on les aime peut-être un petit peu moins. Et juste pour conclure, vous avez la possibilité de pouvoir suivre, donc on n'a pas encore le Q1 2025 pour les perspectives Coninco par rapport à ce petit tableau que je vous mettais, mais donc on va le publier tout prochainement. On a clairement un intérêt à privilégier des actifs réels, à penser à diversifier vos actifs au-delà des classes d'actifs qui offrent uniquement de la gestion indicielle. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes qui peuvent être faites, parce que la partie obligataire, comme on l'a vu, il y a passablement de risques qui sont encore présents et des rendements qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Et puis, forcément, un petit peu de pub. N'hésitez pas à faire accompagner dans vos démarches, mais je mets ça pour nous, mais ça peut très bien être d'autres personnes. Il y a plein d'acteurs sur le marché immobilier, sur le marché financier. Mais on vous a juste mis finalement dans un cas concret qu'est-ce que ça représente pour nos clients. Alors c'est clair qu'une année comme 2024, on a un petit peu souffert par rapport au marché par notre positionnement. Mais si on regarde du moyen long terme, on voit qu'effectivement sur des performances 3 ans, 5 ans, si je prends 5 ans ici, on a quand même des différentiels de performance qui peuvent être assez intéressants, donc qui peuvent se créer. Donc vraiment d'aller chercher finalement un petit peu d'opportunités d'investissement en dehors de ce qui s'opère sur le marché. Et puis on le voit encore nous dans les portefeuilles. Premier trimestre 2025 qui a aussi été un bon premier trimestre
au niveau de nos portefeuilles, avec aussi une exposition, un profil de risque un peu moins risqué et puis moins d'exposition sur les marchés américains. Donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon, cette réflexion qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui.